Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'hebdo des voix de la tech, l'actu tech décryptée par les voix qui la font chaque week-end désormais. Ici la voix de Benjamin Vincent. Un chouette programme vous attend avec 2 nouvelles voix de la tech à découvrir dans quelques instants avec un point commun et ce sera une nouvelle fois l'intelligence artificielle. Dans la deuxième partie de cet épisode 66, vous ferez la connaissance d'un développeur assez génial de 29 ans. Il s'appelle Adrien Grondin et son appli Locally AI permet désormais d'installer n'importe quelle intelligence artificielle, n'importe quel LLM sur son iPhone, son iPad et c'est nouveau depuis quelques jours sur son Mac. L'un des avantages des IA en local, c'est tout tourne. Donc sur l'iPhone, ce n'est pas connecté au réseau et donc il n'y a pas de collecte de data possible. Par exemple, DeepSeek, à chaque fois que vous envoyez un prompt, un message à DeepSeek, ils vont utiliser ces data pour entraîner leur modèle, collecter des informations sur vous. Lorsque c'est en local, vous avez le contrôle total des informations envoyées parce qu'en fait, ça reste sur le téléphone et ça ne quitte jamais le téléphone. Et tout de suite, place à mon premier invité de la semaine pour nous présenter la Dictebox, un système souverain d'enregistrement et d'analyse à base d'intelligence artificielle. Bonjour Cyprien Mélian. Bonjour Benjamin. Très heureux de t'accueillir dans les voix de la tech. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'opportunité de me présenter et de discuter avec toi de plein de sujets passionnants. Ah oui, et tu m'as interpellé quand j'ai découvert cette drôle de boîte dont on va parler, Dict.ai. Tu es le CEO de Livedeo, basé à Besançon, dans l'est de la France. La spécialité de Livedeo, ce sont des systèmes numériques inclusifs dans le monde de l'art, de la culture, du patrimoine. Et puis, vous avez travaillé sur un nouveau projet, donc ce drôle d'appareil, Dict.ai. De quoi il s'agit, Cyprien ? Alors en effet, il s'agit d'un boîtier ou d'un serveur, si on veut l'appeler comme ça. Il s'agit finalement de la Dictebox, qui est le système IA, je dirais aujourd'hui, qui utilise le moins d'énergie pour faire toute la chaîne de traitement, de l'audio jusqu'à obtenir une retranscription et ensuite d'obtenir des analyses par des systèmes IA agentiques, tout ça dans une boîte de 14 cm. C'est l'aboutissement. Est-ce que tu peux me décrire la Dictebox pour ceux qui n'ont pas l'image ? Bien sûr. La Dictebox, c'est un cube de 14 cm avec un petit écran intégré et un micro externe. Ce boîtier physique et précisément accueille tout un ensemble de IA qui permettent d'enregistrer et de générer un compte-rendu en PDF ou en texte. C'est un petit ordinateur. On pense à un Mac mini ou au Raspberry Pi, enfin ce genre de. C'est quelque chose qui se boîtier. rapproche. Ouais. Mais évidemment, dans un Raspberry Pi, on ne peut pas faire tourner des IA comme celles que nous avons dans les Dictebox. Alors donc le boîtier en lui-même, c'est un proto, hein, j'imagine l'image que tu as mis sur les réseaux, cette photo. On voit l'écran allumé d'ailleurs avec le logo de Dict.ai en façade. Quelles sont les priorités que vous vous êtes fixées dans la conception de la Dictebox ? Quels sont les 5 piliers, je crois, que vous teniez à respecter ? Alors, dans Dict, on commence déjà par la partie souveraineté. Notre objectif, c'est de garantir que ce qui est dit, donc les voix, qui sont des données biométriques, ne partent pas sous législation non française ou non européenne à minima. Aujourd'hui, la plupart des systèmes qui vont utiliser un streaming audio de la voix vont les traiter peut-être ailleurs. Donc, données confidentielles et données biométriques. 2 niveaux qui doivent être respectés. Ensuite, tout un ensemble d'éléments qui sont de où est traitée cette voix-là. Donc, dans quel serveur ? Ici, il s'agit d'un serveur local. On a une machine à côté de soi, le micro est intégré, et donc la confidentialité, qui est le 2e pilier, est assurée. Rien ne quitte cette machine. 3e, c'est l'impact énergétique.
on entend parler de IA, de centres de données et de centrales nucléaires à proximité. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'aller plus loin, de montrer en effet qu'il est possible d'avoir des systèmes légers, avec des petits modèles d'IA spécialisés, qui consomment comme une ampoule, ou comme moins qu'une télévision, et donc d'avoir un système IA efficace. Enfin, l'inclusion, qui est au cœur de ce que l'on propose. C'est un système où il n'y a pas besoin d'être un expert de l'IA, ou du prompting, de la connaissance, finalement de la manipulation d'outils d'IA. Je clique sur 3 boutons et j'obtiens un compte-rendu. Donc, un compte-rendu qui est spécialisé sur ma réunion, ou un SWOT, ou une carte mentale. C'est véritablement l'éthique qui est finalement une donnée importante dans l'usage de l'IA, qui garantit ces éléments donc intrinsèques, qui sont ce que je viens d'évoquer. Donc c'est tout cet ensemble que l'on a voulu mettre, si vous voulez, qui est au cœur de nos préoccupations d'ailleurs, et qui se traduit à travers ce système autonome DictBox de dict.ai. Alors, il faut qu'on prenne les points les uns après les autres pour bien comprendre. On Mhm. commence par l'aspect serveur en local. Mhm. Comment vous faites? Alors, c'est un tout petit serveur en termes de taille. Mais alors, il a des capacités tout à fait particulières en termes de, sans parler trop de technique, mais de mémoire et de capacité à accueillir déjà des modèles qui transforment l'audio, qui analysent l'audio, qui analysent les timbres de voix, qui savent détecter et retranscrire les paroles simplement. Mais surtout aussi, ces modèles-là savent identifier et segmenter les locuteurs. L'intervenant 1, l'intervenant 2, et 3, et 4, et 5. D'autre part, ils doivent pouvoir accueillir des LLM, donc des modèles de langage. Cela, évidemment, on entend parler aujourd'hui de LLM. On ne peut pas avoir d'énormes LLM dans une petite machine. Donc, on va spécialiser des modèles génératifs, textuels. Pour quelle raison? À partir de la retranscription, nous avons besoin de générer un compte-rendu. Et donc, ce sera un modèle génératif qui est finalement le petit cerveau de chacun des agents IA qui sont coordonnés pour analyser la retranscription. Tout ce petit monde vit dans ce boîtier. Donc, il a un petit serveur, petite consommation, beaucoup de mémoire et de capacité de calcul, donc suffisamment équilibré pour qu'elle aboutisse au résultat qu'on s'est fixé. Ouais. On peut avoir un peu des chiffres, mais la mémoire, par exemple, il y a quelle quantité de mémoire dans votre box? Dans la version actuelle de DictBox, qui est aujourd'hui en production, bien qu'en effet sur l'image, ce que l'on montrait, c'est plutôt la garde-robe finalement de ce qu'il y aura, ce qui sera présenté un peu plus tard, on a aujourd'hui un système à 64 Go de mémoire de VRAM. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'on est déjà sur des systèmes qui peuvent accueillir 2 Small Language Models, donc en gros un petit modèle de langage, et aussi les modèles spécialisés de Dict pour l'analyse audio, en simultané. C'est un véritable serveur sur lequel on pourrait faire tourner dans un centre de données un certain nombre de choses, sauf qu'il est miniaturisé et suffisamment équilibré en termes de GPU, donc de VRAM aussi, pour accueillir ces modèles. Ouais. C'est quoi la base technique de ce boîtier? Bon, j'évoquais le Raspberry Pi, le Mac Mini, mais alors, si on l'ouvre, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? On y trouve évidemment un système de ventilation, bien sûr que c'est super important, mais surtout on y trouve un système de stockage qui est lui-même chiffré, donc on est sur des disques NVMe par exemple, avec chiffrement natif. On a du Linux, bien sûr, comme système, comme OS de cette machine, et qui est spécialisé. Donc il est on va dire, des images, là on est sur du Ubuntu, dans celle-là, sur du 24.04. Ensuite, on va avoir un système qui est containerisé, donc Docker, un ensemble de microservices qui chacun est responsable de certaines parties de traitement. Vous avez également donc il y a 16 cœurs CPU ARM. On va être sur donc 64 Go de VRAM.
Voilà à peu près les caractéristiques de ce système. Il y a 2 Tera de disques NVMe, tout un ensemble de choses qui font, à un moment donné, un équilibre intéressant sur les capacités techniques, input-output, donc IOPS, tout ce qui concerne, on va dire, la rapidité de lecture et écriture des données. Voilà. Ouais. Mais le processeur, c'est quoi? C'est du ARM simplement, en fait. C'est du Ok. ARM, processeur ARM. Il n'y a rien d'exceptionnel dans le CPU, dans le processeur. Ce qui est particulier, c'est la partie GPU. Et justement, alors? Alors, on est sur du J'ai GPU envie de NVIDIA. savoir. Pardon, GPU NVIDIA. Ouais. C'est pour ça que je parle de différentes versions de DictaBox. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le matériel qui est présenté dans l'image que j'ai eu le plaisir de poster, il s'agit d'un matériel basé sur du NVIDIA, des machines qui ont déjà 2 ans aujourd'hui, qui, clairement, à ce stade-là, n'étaient pas tout à fait compatibles avec des systèmes d'inférence LLM, par exemple, comme nous pourrions l'avoir aujourd'hui avec les dernières machines qui sont les DGX Spark. Les DGX Spark étant les machines légères, petites, de chez NVIDIA qui viennent de sortir. Et on en a une, évidemment, qui va être la prochaine génération de DictaBox. On passe de 64 Go de VRAM mémoire unifiée à 128. Et avec des capacités, on est à peu près à 70% d'efficacité en plus par rapport à la génération qui est présentée dans l'image de DictaBox. Mais ça veut dire que la V1 qu'on voit en photo, c'est un assemblage que vous avez fait vous-même ou Exact. c'est un produit repackagé type Spark, Alors, version précédente? Alors, je dirais qu'il y a une base qui était déjà là, bien sûr. Ouais. On n'a pas fait de l'électronique, pour tout vous dire, de manière profonde. Donc Chez NVIDIA ou ailleurs? Exactement. C'est des cartes NVIDIA qui sont simplement en fait des cartes porteuses. Donc c'est des systèmes à la base qui sont des systèmes de prototypage pour des systèmes électroniques et donc sur lesquels nous avons monté toute l'infrastructure. Donc par exemple la communication de l'écran avec GPIO et SPI par exemple, en ce qui concerne le fait d'afficher sur un petit écran la capacité de manipuler l'interface de l'application, ce n'est pas ce qui sort de l'HDMI, ce n'est pas ce qu'on va afficher sur un écran, évidemment, si on branchait à l'HDMI. Ensuite, on va avoir la partie très bas niveau, qui est l'utilisation du micro. Par exemple, le micro, c'est un micro de chez Seed Labs, qui est avec un firmware sur mesure, DICT. Et donc, on a 4 micros MEMS dans ce rond, qui est le micro de DICT. Pourquoi? On va avoir en effet un certain nombre de capacités d'optimisation de l'audio, l'activité vocale, l'angle d'arrivée de l'activité vocale et ainsi de suite. Ouais, il faut qu'on décrive ce micro, Cyprien, parce que c'est pas le micro tel qu'on l'imagine comme mon Shure qui est sur la table Exact. devant moi, pas du tout. En fait, c'est un micro qui ressemble à des micros que vous trouverez dans les salles de réunion. Je ne vais pas donner de marque particulière, sauf que nous avons donc développé et optimisé et configuré, on va dire, un firmware qui est installé dans ce micro. Donc c'est comme un mini ordinateur en fait, ce micro. Et de manière hardware, donc dans son chipset du micro, on est en mesure de faire tourner des algorithmes donc matériellement qui, à travers les 4 micros intégrés, parce que finalement ce rond, à l'intérieur, il y a 4 micros. C'est un cercle, je tiens à le dire, c'est un cercle plat, comme un fond de tarte noir Comme sur sur votre bureau. Voilà. C'est exactement ça. Et donc, il y a 4 micros, on appelle ça des micros MEMS. Donc, ce sont des micros électroniques qui sont très petits, qui sont positionnés d'une certaine manière, donc tout autour de ce rond. Il est à plat et ces 4 micros enregistrent en même temps. La particularité d'avoir 4 micros distancés sur un rond, c'est que par l'algorithme qu'on va avoir dans les puces, on va pouvoir détecter l'angle d'arrivée de l'activité vocale. Ça veut dire que si on est plusieurs autour de ce micro, on va optimiser la capacité de DICT d'identifier et de filtrer et de laisser passer en gros que l'angle d'arrivée, donc la position du locuteur actif. Tout le reste, même s'il y a du bruit autour, ça va baisser drastiquement le bruit. Et donc ça fait partie du mécanisme permettant d'obtenir un audio qui est déjà à la source meilleur que si on avait un micro Rode Shure omnidirectionnel et ainsi de suite. Donc, si je comprends bien, vous avez travaillé vraiment à la création de cette boîte. Et puis NVIDIA annonce son Spark.
est-ce que vous vous dites c'est génial ou est-ce que vous dites ah bah zut, on a presque bossé pour rien parce que maintenant il y a un boîtier tout prêt chez Nvidia? Alors, c'est une bonne question. Moi, je dirais c'est plutôt une opportunité, comme toujours. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un boîtier DictBox, il est indépendant du hardware. Et c'est ça qui est intéressant. Le serveur importe peu. On avait sélectionné ce premier serveur puisqu'il y a 2 ans, ou quand il était sur le marché, qui n'était pas du tout prévu pour faire de l'IA ou quoi que ce soit, ce système-là. Et puis plutôt pour la robotique. Tout ce qui est visio, caméra, j'analyse des choses et ainsi de suite. L'arrivée de Spark, comme d'ailleurs l'arrivée des infra AMD avec les Strix Halo, où vous avez la même chose finalement, une mémoire unifiée, GPU, CPU, c'est pas le même type de GPU que chez Nvidia bien sûr, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, il y a des systèmes que l'on a portés déjà sur cette architecture-là AMD. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse, c'est pas tant le matériel, c'est l'adéquation entre matériel et le système logiciel que l'on a déployé à l'intérieur. Donc ce qu'on souhaite avec DictBox, c'est plutôt d'être compatible et de pouvoir le porter, le déployer sur du matériel qui n'est pas que un certain fournisseur. Ouais, je comprends. Alors, on avait commencé à balayer un peu dans le détail vos priorités et vos piliers, vos fameux 5 piliers. On a commencé à parler de l'aspect serveur local. Donc, tout se passe dans la boîte, en fait. Vous n'avez pas recours à du cloud aussi, quand Dans la même. version Dict Entreprise, pour être tout à fait transparent, c'est uniquement là qu'on peut avoir accès à cette boîte. Donc aujourd'hui, elle est déployée dans des environnements très sensibles, secteur défense, secteur sécurité civile et médicale, en France, en Suisse. Ce boîtier Donc là, tout se DictBox. passe dans la boîte. Exact. Là, tout est dans Il la n'y a boîte. rien, il y a rien qui sort. Parce qu'il y a des réunions où vous n'avez même pas le droit au smartphone. D'accord? Donc on parle de ce type de réunion-là, très sensible. Par contre, il y a une version cloud. Et lorsqu'on parle de cloud, le back-end, donc toute la partie serveur, que traite finalement aujourd'hui plus de 60 000 utilisateurs dans Dict, ce sont sur des serveurs de notre partenaire Scaleway à Paris. Donc, sous législation française, le groupe Iliad, qui est un peu plus haut. Et donc, en partenariat avec Scaleway, aujourd'hui, nous avons accès à des machines qui nous sont dédiées. Et là, on est sur d'autres types d'accélération, bien sûr, pour traiter beaucoup plus de flux d'audio en continu pour tout un ensemble de réunions aujourd'hui qui sont traitées dans Dict. Ouais. Donc, Scaleway, entreprise de droit français. Exact. Donc, on n'a pas les risques qu'on encourt si on passe par AWS ou Google Cloud Platform. Tout à fait. Et c'est un élément important, je dirais. De fuite de données vers les États-Unis, c'est ça que je veux dire. C'est clairement ça. C'est notre engagement sur la partie souveraine. Et ce qui est important, c'est que sur tout le cycle de traitement de l'audio, qui est de fait une donnée biométrique, donc sous RGPD, encore une fois, données personnelles. Aujourd'hui, si vous posez la question, mais quand vous faites une visio, vous avez un bot ou un plugin qui s'invite en même temps que vous dans la visio pour vous dire, tiens, je vais faire une transcription, je vais faire une analyse. Il y en a beaucoup sur le marché, on ne va pas les nommer. Aujourd'hui, il faut s'interroger qui est responsable véritablement, qui traite véritablement votre voix. Elle part quelque part forcément pour être traitée. Le plugin, il est là juste visuellement, évidemment, ce n'est pas sur votre ordinateur qu'on traite l'audio. Quelle est la chaîne de sous-traitance? La plupart du temps, ce n'est pas la société Intel qui va traiter, elle, sur ses serveurs. Elle va faire appel à un sous-traitant. Ce sous-traitant, peut-être, il est sous législation extraterritoriale américaine. Ouais. Donc, RGPD, attention. D'autre part, l'audio par nature, on peut l'anonymiser sur le timbre de voix éventuellement, mais pas sur ce qui est dit. Sinon, on l'a déjà traité. Or, on est dans le cercle vicieux. Si on l'a traité, c'est qu'on l'a traité. Donc par nature, les infos confidentielles, elles seront là jusqu'au bout chez le sous-traitant. Or, si le sous-traitant, c'est un grand faiseur, quel que soit son nom, quelle que soit sa localisation, la plupart du temps, la grande majorité n'est pas forcément française. Donc là, ça rejoint un autre pilier qui est l'éthique, j'imagine. Exactement. L'éthique, en fait, ça va regrouper différents angles, bien sûr. Un premier angle, ça va être les sujets du billet. À quel niveau on parle de billet, en fin de compte? Ce n'est pas forcément dans la chaîne de traitement de l'audio. Là, on ne parle pas de billet. Ce qui nous intéresse, c'est de retranscrire ce qui est dit. C'est un peu plus tard, lorsqu'on va dire « j'ai ma retranscription »,
je vais générer un compte-rendu ou un rapport de pilotage ou un SWOT, force, faiblesse, opportunité et risque, pour ma réunion. Évidemment, si on utilise par exemple un seul LLM avec un seul prompt, le risque que l'on a, c'est d'être face au biais culturel de ce modèle ou face au biais d'alignement de ce modèle. C'est les deux risques aujourd'hui. C'est-à-dire quelle est la diversité linguistique sur laquelle il est culturelle, sur laquelle il a été entraîné, et quel a été l'alignement a posteriori. Donc si vous faites une analyse avec un modèle qui est plutôt entraîné sur 70% de texte en anglais, donc la culture anglaise, vous allez retrouver dans l'analyse une influence qui n'est pas majeure, qui n'est pas si évidente à observer, mais légèrement culturelle. Si vous avez un alignement géopolitique ou géostratégique du modèle, vous risquez d'avoir une analyse qui est tout simplement biaisée. Donc, lorsqu'on parle d'éthique, on parle aussi de comment est-ce qu'on efface potentiellement le biais au niveau des modèles. Et c'est pour cela que dans la Dictebox ou dans nos serveurs, dans le centre de données que j'ai évoqué à Paris, on utilise systématiquement 3 modèles distincts qui, a priori, ont un biais, au moins culturel. Et chacun a un angle de lecture et d'analyse. De fait, on tente de débiaiser en faisant 3 angles de lecture par 3 modèles distincts. Et donc ça, c'est un élément, si vous voulez, qui n'est pas si évident comme ça d'avoir à l'esprit de dire, je vais pas passer, si je passe mon texte dans ChatGPT, dans Qwen, dans DeepSeek et dans Mistral, c'est à peu près ça. Je le passe dans les 5, je prends ce qu'il me donne, je combine tout ça, et a priori, il y a moins de biais que si je mettais qu'avec là. L'éthique passe aussi par l'anonymisation. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites un texte, combien de fois on peut interroger le public, justement, dire combien de fois vous avez anonymisé un texte quand vous l'avez collé dans ChatGPT ou dans Mistral, ou dans Claude, ou dans Gemini? Jamais. Parce que, 1, c'est compliqué, puis surtout 2, il faut le déanonymiser après. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, dans Dict, on anonymise de manière systématique. On parle de pseudonymisation, c'est-à-dire que toute entité nommée, nom de personne, informations à caractère personnel, numéro de téléphone, IBAN, carte bancaire, email, etc., sont des données qui sont anonymisées avant d'être traitées par le moindre LLM, le moindre modèle. Voilà un petit peu comment on pourrait traduire cette démarche d'éthique dans laquelle elle se retrouve à différentes étapes. C'est pas je fais un checkbox comme ça sur éthique check. Non, c'est tout un ensemble de choses qui vont faire qu'on peut démontrer une démarche. Alors, il nous reste encore 2 aspects à voir. L'impact énergétique, si je comprends bien, votre Dictebox, elle consomme très peu d'énergie, mais vraiment, ça a l'air spectaculaire. Comment vous faites? Et quelle est l'explication pour que de petits ordinateurs du commerce consomment tellement plus? Oui. C'est précisément la machine qui est présente, qui est dans la photo. C'est une machine qui, lorsqu'elle ne traite pas, ne processe pas, on va dire, l'audio et les LLM qui vont avec, c'est une consommation de 20 à 25 watts/heure. Ah oui. Lorsqu'elle traite, lorsqu'elle est vraiment en processus de traitement de l'audio et pour faire les analyses, on est à maximum 60, entre 50 et 60 watts/heure. Aujourd'hui, cela signifie que pour traiter 1 heure d'audio, pour obtenir toute la chaîne, pour obtenir un compte-rendu, d'accord? Donc la retranscription et ensuite le compte-rendu, c'est entre 5 et 7 watts consommés. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une architecture ARM. Donc, par nature, ARM, c'est donc des CPU d'une certaine manière, donc beaucoup plus contraints énergétiquement, beaucoup plus fiables et efficaces, je dirais. Et c'est justement cette combinaison-là d'architecture que l'on a sélectionné, plus ce type de computing, donc de CPU, qui font qu'il y a une réduction et une baisse majeure de la consommation. Même type de CPU que dans vos smartphones. C'est pour ça d'ailleurs qu'une batterie, normalement, elle tient à peu près 1 jour. Ouais. Mais juste pour avoir, parce que 5 à 7 watts, ça me parle un peu, mais j'arrive pas à faire de comparaison par rapport à d'autres systèmes de transcription. Alors, la plupart des systèmes de transcription sont plutôt dans le cloud. Ouais. Donc la réalité aujourd'hui, les systèmes du marché, j'entends, beaucoup sont dans le cloud. Il y en a de plus en plus que l'on peut installer sur un ordinateur qui a déjà un petit peu de GPU, dans des Mac par exemple, ou des systèmes de ce type-là. Mais le Mac par nature, il consomme déjà un peu plus
que les 60 watts en consommation. Donc, il va être à 120, un portable. Vous allez être un peu plus avec un Mac Studio, un Mac Mini. La réalité, c'est qu'eux-mêmes, déjà, ils sont pas mal performants finalement, hein, pas mal efficaces énergétiquement. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est d'accélérer le processus. Donc, finalement, quand on traite 1 heure, on va obtenir la retranscription en 4 minutes à peu près. C'est aujourd'hui ça. Donc, finalement, l'heure, on la réduit et c'est de cette manière-là qu'on aboutit à faire entre 5 et 7 watts plutôt que l'heure réelle de consommation énergétique de la machine. Parce que ça va plus vite que le temps réel, finalement, le traitement. Cyprien, on va terminer par le dernier des piliers, l'inclusion. C'est au cœur de votre activité et ça va peut-être nous permettre d'évoquer la destination de ce projet. Pour qui est-ce que vous l'avez créé? Qui sont les clients? À quel besoin ça correspond? Alors, en effet, la partie inclusion, elle est au cœur de nos préoccupations. Là, on l'a traduite de différentes manières. Il y a déjà une inclusion sur l'usage. Aujourd'hui, on n'est pas tous égaux face à l'IA, dans l'usage de l'IA, dans la compréhension de l'IA, dans la compréhension des biais, des risques, etc. Ce qui nous intéressait, c'est de monter un système, d'avoir un système qui soit de confiance, donc transparent dans ses usages, où on décrit où va la donnée, qui la traite, etc. Donc, on lui fait confiance pour utiliser un système où on clique sur 3 boutons et j'obtiens un document exploitable. Je ne suis pas expert du prompting. Je n'ai pas eu besoin de demander à un LLM d'une certaine manière les choses. Le risque d'hallucination, tout ça, c'est quelque chose qu'on a traité de manière sous-jacente. Donc, une inclusion de l'accès à l'IA, à un système IA, avec toutes les caractéristiques qu'on vient d'évoquer. Parmi les clients, aujourd'hui, on a, je disais, 60 000 utilisateurs dans Dict. On a 4 ministères en France, on a beaucoup d'administrations publiques, régions, départements, mairies, mais aussi la partie éducation, la partie médicale. Donc vraiment des secteurs en France, en Suisse, en Belgique, qui utilisent aujourd'hui Dict, dans les différentes versions de Dict. Beaucoup plus réduit, évidemment, la Dictebox. Pourquoi? Parce que c'est le Dict entreprise, ça veut dire en termes de tarification. On est aussi sur des tarifications qui ne sont pas tout à fait les mêmes, bien évidemment. Et l'inclusion aussi en termes d'accès. Nous avons la première version de Dict, Dict Plus. On intègre un nombre illimité de traitements en volume. Donc on dit, je peux faire autant d'enregistrements, autant de traitements pour le prix de 2 cappuccinos par mois. TTC. L'idée, c'est nous, on n'achète pas de token. D'accord? Parce que si on achetait du token, il faudrait revendre du token. Donc la réalité, c'est qu'on ne pourrait pas faire forcément du illimité. La réalité, elle est là. On traite le token, exclusivement on peut sur nos expliquer machines. Un mot, la moitié d'un mot. Ouais, 75% d'un mot. Ouais. Voilà. Excuse-moi. Mais on va dire c'est le crédit qu'on achète auprès des fournisseurs de solutions de transcription. Plus on a besoin de volume, plus on achète de tokens, quoi. Exact. Plus on paye parce qu'on a généré des tokens, donc des mots, finalement. Puisqu'on traite la chaîne sur nos machines, donc finalement on paye des machines, mais ces machines-là font tourner justement et génèrent tout ce qui est nécessaire de générer sans forcément racheter un sous-traitant le service de retranscription ou de diarisation, de segmentation des locuteurs et ainsi de suite. Et c'est ça aussi l'angle de inclusion autour du tarif finalement, de la valeur et la valeur qu'elle crée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans Dict, vous pouvez mesurer très précisément quel a été votre ROI sur votre activité sur les 3 dernières semaines. La plupart du temps, c'est entre 20 et 80 fois ce que vous avez investi. C'est à peu près ça ce que l'on observe aujourd'hui. Donc les clients, alors vous avez donc des clients déjà pour votre solution dans le cloud, hein, si je comprends bien. Bien sûr. Et donc vous êtes en train de peaufiner la sortie de cette Dictebox. Alors cette Dictebox, il s'avère qu'elle a été déjà dans différents projets, dans le secteur de la défense, dans le secteur médical et dans le secteur de la sécurité civile, à différents niveaux de maturité des projets. La réalité aujourd'hui, c'est que ce sont des projets qui sont souvent par étapes. Une première étape de preuve de concept d'un système, une deuxième étape de cette preuve de concept, et ainsi de suite. Et donc, c'est de cette manière-là que cette machine, aujourd'hui, est déployée dans des environnements de production depuis le mois de décembre 2024. Aujourd'hui, ce que l'on présente, c'est une version autonome. La version qu'on présentait précédemment, elle n'avait pas l'écran ni le micro.
C'est-à-dire qu'il fallait utiliser son smartphone qui se connectait en Wi-Fi à la machine et la communication se faisait en local. Là, aujourd'hui, ce qu'on a présenté, c'est la machine autonome. Elle a son propre écran, elle a son micro, je la branche électriquement, je fais mon travail. C'est la différence. Ouais. Eh oui. Alors, vous en êtes où quand est-ce qu'on verra les premiers exemplaires commerciaux? Et puis, est-ce que vous avez un prix? Alors, tout à fait. On a aujourd'hui sur les environnements donc, très sensibles, qui sont d'ailleurs la cible de Dictebox, soyons précis, elle inclut 10 licences. 10 licences sur cette machine. Donc, on va être 10 utilisateurs distincts, peut être 10 services séparés de mon institution et ainsi de suite. Aujourd'hui, on a une version très haut de gamme qui est d'ailleurs celle qui est autonome parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de systèmes. D'ailleurs, à ce stade, j'en connais pas d'autres qui proposent cette proposition de la valeur. On est sur des tarifs qui sont conséquents puisque ça intègre en effet des systèmes de mise à jour qui sont en mode hors connexion. Rien que ça, c'est un véritable sujet. Quand vous devez faire une mise à jour sur un système qui n'a absolument aucune connectivité, la seule manière, c'est de mettre à disposition des archives chiffrées, des systèmes qui s'installent automatiquement, une petite IA qui vérifie l'installation et qui vous écrit dans votre fichier de retour, de monitoring finalement, que votre client vous renvoie de nouveau. Donc vous êtes dans une asynchronicité de mise à jour. Donc les tarifs sont conséquents, on est autour de 19 000 € à l'année. Ouais. Oui, c'est un système de location finalement. Exact. Ouais. Ouais. On garantit le remplacement et l'évolution du matériel aussi. C'est pour ça que c'est un système de location. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, investir dans un matériel qui va être obsolète peut-être dans un an, parce que d'autres modèles, d'autres capacités, comme le Spark dont on parlait de chez NVIDIA, nous, on s'engage à évoluer en même temps le hardware dans le même cadre d'abonnement. Ok. Vous prévoyez d'avoir une version, on va dire, finale commerciale pour quand la box? Alors, il y en a une déjà qui est commerciale. La seule différence que l'on observe dans celle que l'on a dans la photo, c'est que on vérifie et on teste différentes typologies de boîtiers, simplement en fait, c'est juste la cosmétique autour. Et aujourd'hui, donc on est véritablement au mois de décembre sur les premiers systèmes avec des magnifiques boîtiers aluminium, etc., marqués, donc tout un ensemble de beaucoup plus, on va dire, voilà, prêt pour être commercialisé. Bah oui, ouais. Et donc vous avez pas encore récupéré de Spark, j'imagine? Si, j'en ai un juste à Si? côté là. Ouais. Et alors, ça marche comment sur un Spark? Ça marche très bien. Il y a à peu près 70% de gains supplémentaires en termes de rapidité. Par contre, le Spark, il va être à 140 Wh de consommation. Donc déjà, là, on n'est plus du tout dans l'équilibre qu'on recherche au départ. On a aussi une machine où il y a en local des machines avec des GPU A6000, donc des grosses bécanes, entre guillemets, pour faire d'autres types d'entraînement de modèles spécialisés pour la détection et la reconnaissance vocale de terminologies particulières dans un domaine ou dans l'autre. Donc aujourd'hui, on a différentes typologies d'hardware sur lesquelles on porte le système Dictebox. Et demain, on espère pouvoir le mettre à disposition sur les machines de chacun et que ce ne soit plus un système qui soit lié à une machine, qu'on commercialise, mais plutôt un système qu'on peut installer sur sa machine et d'avoir exactement la même proposition de valeur. J'imagine que vous connaissez Plaude? Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que j'en pense? Pour un novice, qu'est-ce qui différencie, en dehors du prix, mais qu'est-ce qui différencie le Plaude Note, par exemple, format carte de crédit, de votre box et de votre système? Plaude est un système de captation sonore. Point. Et de transmission par Bluetooth dans votre smartphone, dans l'application qui est installée dans votre smartphone. Cloud Act, n'oublions pas, Cloud Act. Cloud Act, votre audio, il va où? Chez ChatGPT, point. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, au fait. Donc, il n'y a aucune confidentialité de ce qu'on envoie, en fait, pour une transcription. Ça serait marqué dans les conditions générales que c'est anonymisé, que c'est... Je ne les ai pas vus, ces paragraphes-là. Ouais. Est-ce qu'il serait envisageable que vous adaptiez votre solution sous forme d'une appli pour smartphone? Ou pas du tout, parce que vous ne maîtrisez pas tout? Oui, Dict aujourd'hui existe comme application pour smartphone. C'est la manière de capter, c'est la manière de traiter, mais le traitement est effectué pour l'instant sur les serveurs à Paris
ou sur une Dictebox si on est dans un mode de communication smartphone Ouais. et Dict. Si elle est autonome, il n'y a pas besoin de smartphone. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on travaille aussi sur un système d'assistance en direct à l'enregistrement qui fonctionne sur le smartphone, avec Dict, l'application sur smartphone. Son objectif étant non pas de faire des sous-titrages ou de traduire en direct. Notre objectif, c'est de faire émerger à partir de différentes temporalités d'enregistrement, les 5 dernières secondes, les 30 dernières secondes et la dernière minute, de faire émerger de la connaissance et des informations précises pour nous piloter, nous aider pendant la réunion, pendant une discussion. L'exemple type, euh, vous utilisez Dict pour une réunion dans laquelle vous faites du brainstorming. Quoi de mieux que de voir dessiner en direct le mind map par rapport à ce qui est en train d'être dit, pour vous aider à projeter, à faire des connexions via un élément visuel, et donc vous aider dans la démarche pendant. L'objectif, c'est pas d'obtenir une retranscription. Un système sur smartphone ne sera pas très efficace, pas très correct. Il y a pas mal de, encore, petites anomalies. Mais il tourne, l'idée c'est qu'il va tourner sur le smartphone directement. Bon, je crois que j'ai à peu près tout compris, Cyprien Mélan. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous raconter la Dictebox et tout DictAI dans les voies de la tech. Merci Benjamin. Tenez-nous au courant des prochaines étapes, tenez-moi au courant, et puis je vous dis à très bientôt. C'était un plaisir. Merci infiniment Benjamin. Et à très bientôt. Suite de cet épisode hebdo des Voix de la Tech avec mon deuxième invité. Si vous utilisez les applications de rencontres Tinder ou Match, vous avez déjà un point commun avec Adrien Grondin, qui est l'un des développeurs des applis iOS du groupe depuis 3 ans. Mais ce n'est pas la raison de l'invitation que je lui ai lancée. Sa connaissance de l'univers de développement Apple l'a conduit à créer une application unique qui permet d'installer n'importe quel modèle de langage de grande taille. Dans le monde de l'IA, on parle de LLM sur iPhone, sur iPad et c'est nouveau sur Mac. Cette application gratuite s'appelle Locally AI, autrement dit IA localement, parce que cette app présente plusieurs intérêts. Non seulement elle permet d'installer n'importe quel LLM de GPT à DeepSeek en passant par Claude ou Grok, mais elle permet surtout de les utiliser en local et donc sans exposer ses propres données, puisqu'on n'a pas besoin de les envoyer dans le cloud, ce qui garantit la confidentialité, un point extrêmement important à la fois pour chacun de nous personnellement, mais aussi en entreprise. C'est dire l'intérêt de Locally AI sur les appareils de l'écosystème Apple. Adrien Grondin, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation, Benjamin. Je t'imaginais beaucoup plus vieux, je sais pas pourquoi. Quel âge as-tu, Adrien? Alors j'ai 29 ans et non, justement, ça me dit souvent la chose quand on voit mon application et on va dire la qualité, on s'attend que je suis un peu plus âgé, quoi. Exactement, exactement. C'est le ratio H-qualité déjà qui me surprend. Je te présente tout de suite. Alors, on va donner ton activité principale, hein. Tu es développeur iOS senior. Tu travailles pour Mythic et pour Match, hein, qui sont deux applications de rencontre. Exactement, c'est ça depuis Ouais. 3 ans maintenant. Voilà. Mais c'est pas pour ça qu'on est ensemble. C'est pour ton bébé à toi, cette application qui est quand même fascinante, qui s'appelle Locally AI. Pour ceux qui ne la connaissent pas, comment est-ce que tu expliquerais très simplement ce qu'elle permet de faire? Alors c'est une application qui permet de faire tourner des modèles d'IA en local, donc c'est-à-dire offline, sur iPhone, iPad et récemment aussi sur Mac. Voilà, l'info de la semaine, c'est que tu viens de sortir une version pour Mac. Donc on est dans l'écosystème Apple, hein, uniquement. Exactement. Ouais. Je suis développeur donc iOS depuis à peu près 10 ans, on va dire que j'ai l'expérience depuis à peu près 10 ans sur les plateformes d'Apple et je me suis concentré sur ce que je sais de faire mieux pour cette application. Alors, cette application, évidemment, elle appuie à un endroit où ça fait mal, hein, chez Apple, puisqu'on on l'essaie un peu emmêlé dans les projets autour de l'IA. Est-ce que ton projet à toi a un lien avec ce retard, supposé ou véridique d'ailleurs, je voudrais savoir ce que tu en penses, d'Apple sur l'IA?
Alors c'est justement lorsqu'Apple a release Apple Intelligence, l'année dernière où, ils sont partis sur une approche de du coup faire tourner ces modèles sur iPhone et sur leur device et je me suis posé une question toute bête: «Est-ce que c'est possible de faire tourner des modèles open source?» parce que j'avais déjà un petit peu d'expérience en les faisant tourner sur mon Mac, les faire tourner sur iPhone. Donc c'était un peu l'inception du projet où je me suis posé cette question, j'ai vu que c'était possible et j'ai ensuite décidé de créer une app, qui permettait d'avoir un chatbot, ce qu'Apple Intelligence n'avait pas exactement et où lorsque les gens ont utilisé ChatGPT, moi-même, je suis habitué à un chatbot, donc je trouvais ça plus sympa d'avoir un chatbot avec une application qui fait tourner comme Apple Intelligence en local et de manière privée surtout. Alors, on va essayer de parler à la fois aux experts et au grand public. Donc, le chatbot, c'est l'agent conversationnel, c'est ce qui permet d'échanger avec les LLM, c'est ça? Exactement, c'est le Ouais. ChatGPT, on va dire. C'est une application, on peut lui envoyer un message et on va recevoir un message ChatGPT. Je pense que beaucoup de personnes ont sûrement utilisé ChatGPT. Alors, donc j'essaie de décrypter ce que tu viens de nous dire. Donc Apple Intelligence sort. Apple Intelligence, on va dire, fonctionne un peu en vase clos, c'est-à-dire on n'a pas le choix des modèles qu'on utilise avec Apple Intelligence. Toi, tu as voulu heu, permettre de choisir le modèle qu'on fait tourner en local, d'abord sur son iPhone et sur son iPad et désormais aussi sur son Mac, c'est ça? Exactement. Bah, comme, tu as très bien dit, Apple Intelligence est assez limité. Ça permet de faire, un résumé de texte, par exemple, de réécrire d'une manière différente, par exemple, d'une manière plus formelle du texte. Mais on n'a pas un champ libre pour, lui poser une question et avoir une réponse, directement. Et on a beaucoup de modèles, qui sont open source, par exemple, des modèles de Google qui permettent plus d'utilisation que juste des résumés de texte ou travailler sur du texte. Alors, je vais prendre un exemple. Heu, Quel est l'intérêt, par exemple, d'utiliser Locally AI sur mon iPhone, heu, plus DeepSeek, plutôt que d'utiliser directement l'application DeepSeek? Alors, il y a plusieurs intérêts principaux, lorsqu'on va faire tourner des IA en local. Je Premièrement, prends je dirais l'exemple le de DeepSeek, l'intérêt pas complètement par hasard, hein. exactement et justement, l'un des avantages des IA en local, c'est, tout tourne donc sur l'iPhone, c'est pas connecté au réseau et donc il y a pas de collecte de data, possible. Heu par exemple, DeepSeek, là, à chaque fois que vous envoyez un prompt, un message à DeepSeek, ils vont utiliser ces datas pour entraîner leur modèle, collecter des informations, sur vous. Lorsque c'est en local, vous avez le contrôle total des informations, envoyées parce qu'en fait, ça reste sur le téléphone et ça ne quitte jamais le téléphone. Voilà. Donc si je peux résumer, on télécharge l'appli Locally AI et après on choisit le LLM, donc le modèle de large langage qu'on veut, brancher dessus pour l'interaction. Exactement. L'idée, c'est ça, c'est d'avoir Ouais. le téléchargement d'application qui est très simple et ensuite on a le choix du modèle qu'on veut télécharger. Chaque modèle ont des spécificités. Certains vont être mieux en création de texte, d'autres en résumé de texte, d'autres en information, on va dire générale. Ce que je permets de faire, c'est de laisser le choix aux utilisateurs de prendre le modèle qu'ils veulent et de discuter avec, pour l'utilisation, qu'ils ont. Tu l'as dit, le premier avantage, je crois, c'est le fait d'être, déconnecté du réseau. Ça veut dire que ça Exactement. d'abord, on n'a pas besoin de connexion à internet pour utiliser donc son IA, sur son iPhone, son iPad ou désormais son Mac, c'est ça? C'est ça, exactement. Par exemple, on Mmh. pourra prendre un exemple où on va partir en voyage avec une connexion réduite. Ça va permettre d'avoir pareil, avoir des informations sur une ville, pouvoir lui demander, quel endroit visiter ou des questions, similaires sans avoir besoin de connexion internet, ou dans des lieux un peu, plus, on va dire où la connexion n'est pas correcte, de pouvoir avoir des informations grâce à l'application et au modèle sélectionné. Voilà, dans le désert, dans un train, parce que ça on est très mal couvert dans les Par trains exemple, hein. Dans ou l'avion dans un aussi, les avion. personnes Voilà. c'est ça, dans l'avion, j'ai beaucoup de personnes qui utilisent mon application, dans l'avion parce que bon, il y a pas vraiment de connexion dans la plupart des vols et ils veulent le continuer par exemple d'avoir un assistant pour les aider à écrire quelque chose ou d'avoir un assistant pour, faire un peu de coding. Donc ça permet ce genre d'utilisation. Ouais. Bon, le deuxième avantage, tu l'as aussi évoqué, c'est,
la confidentialité totale puisque, comme on n'est pas sur le réseau et comme tout le traitement se fait sur le téléphone, l'iPad ou le Mac, il y a pas d'échange avec, l'éditeur du LLM. Exactement, toutes les informations restent sur l'iPhone. Je n'ai pas d'analytique dans l'app, donc je vais un peu plus loin que ne pas partager les données. Je ne collectionne pas aussi d'informations, sur les utilisateurs. Donc mon but, c'était vraiment de faire une application qui était accessible et aussi privée et je pense que dans la sphère actuelle de l'IA, ben, c'est un peu les nouveaux Google, genre là, quand on va prendre OpenAI ou d'autres acteurs, ils vont essayer de collecter beaucoup de données pour entraîner ces modèles-là et les rendre meilleurs, mais aussi, éventuellement revendre ces données pour de la pub ou autre. Ouais, bien sûr. Bon, le troisième point, il est propre à l'environnement Apple, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même et je crois que tu as fait un gros boulot, heu, autour de MLX, tu vas peut-être nous en parler, mais c'est que tu profites au maximum de la puissance des processeurs Apple. Exactement. Comme j'ai dit, j'avais beaucoup d'expérience en développement sur Apple, mais je me suis aussi rendu compte que les processeurs d'iPhone deviennent de plus en plus puissants et c'est d'où la question: est-ce qu'on pouvait faire tourner ces modèles qui sont généralement difficiles et demandent beaucoup de ressources sur un iPhone? Et actuellement, avec le dernier iPhone, on peut voir que les performances, la vitesse de génération du modèle sont, plus que correctes et on a un environnement qui est très bien intégré par Apple avec MLX, comme tu l'as dit, qui est, ce qui permet de utiliser ces modèles sur les Mmh. puces, d'Apple. On a des performances qui sont, vraiment bien. Est-ce que ton application, donc Locally AI, permet de tester ou d'utiliser des modèles, qui ne sont pas disponibles à l'heure actuelle, directement sur un smartphone, par exemple, parce qu'il y a pas d'appli pour les faire tourner, d'appli native, je veux dire? Alors, du coup, le MLX tous les modèles qui sont open source vont devoir Ouais. être, compatibles avec MLX. Certains modèles ne sont pas compatibles, malheureusement. Donc je supporte la plupart des modèles qui sont compatibles, avec MLX et j'essaye toujours dès qu'un nouveau modèle va être, mis sur le marché, va être disponible, j'essaye de l'ajouter le plus rapidement possible dans l'application pour laisser le choix aux utilisateurs, hein. Et les modèles sont de plus en plus intelligents, donc ça a un avantage d'essayer d'avoir le dernier modèle, quand il sort, mais il y a un problème de compatibilité qui n'est pas aussi simple que ça à résoudre, parfois. C'est-à-dire? Alors je suis pas ML engineer, donc ingénieur Ouais, dans l'IA, mais tous les modèles vont devoir être implémentés, avec du code, en fait et il faut des personnes donc qui comprennent comment ces modèles fonctionnent et pouvoir les implémenter pour l'architecture MLX. Il y a d'autres frameworks. MLX, c'est vraiment fait pour les puces d'Apple. Il y a d'autres frameworks qui vont fonctionner sur les puces Intel ou Nvidia, généralement et il faut des personnes qui connaissent, les spécificités de ces frameworks-là pour pouvoir, faire une implémentation, du modèle, pour chaque framework. ouais. Hem, Est-ce qu'on peut faire cohabiter plusieurs LLM et passer de l'un à l'autre? Alors totalement, dans mon application, on peut en télécharger plusieurs et on peut switcher, entre le LLM qu'on veut avec seulement 2 boutons. Il y a des, contraintes de mémoire, on peut pas, enfin tous ces modèles-là vont, être chargés en mémoire dans l'application Ouais. et si on a 2 modèles trop gros et qu'on passe d'un modèle à l'autre, il peut avoir des problèmes où ça va prendre un peu trop de mémoire, mais on peut parfaitement utiliser, enfin télécharger 5 modèles et dans la même conversation, commencer à parler avec un Gemma de Google et ensuite parler avec un DeepSeek, D'accord. Tu dis qu'on est quand même limité par la mémoire. C'est quelle mémoire? C'est la mémoire, vive de l'appareil? oui, exactement, la mémoire, du coup, Ouais, la mémoire vive. Ces modèles-là vont être chargés donc en mémoire vive et vont vivre le temps qu'ils sont chargés, ici pour pouvoir communiquer, avec eux. d'accord. Mais ça veut dire que dès qu'on quitte l'application, on libère la mémoire? Exactement. iOS va, en gros, Mmh. lorsque l'application est lorsqu'on quitte l'application, iOS va libérer cette mémoire-là pour l'attribuer à d'autres applications parce que, ben, le système iOS utilise aussi cette mémoire et les d'autres applications ouvertes peuvent aussi, utiliser cette mémoire-là. Donc, l'un des gros problèmes que j'ai eu au début, surtout sur les
sur des iPhones plus anciens, c'est une mémoire qui va être moins grosse que sur les derniers iPhones. Donc on va avoir Ouais. une mémoire de, par exemple, 6 gigas ou même 4 gigas et on ne peut pas faire tourner les mêmes modèles sur un iPhone 17 qui a 12 gigas de mémoire vive, contre un iPhone 13 qui en a moins. Alors, c'est intéressant parce qu'on sait qu'Apple Intelligence n'est, disponible, compatible selon Apple, qu'à partir du 15 Pro, si je ne me trompe pas. Exactement. Est-ce qu'avec ton appli, on peut, bénéficier de ces IA avec des iPhones plus anciens, même si évidemment les performances ne seront pas les mêmes, j'imagine? Exactement. Je supporte jusqu'à l'iPhone 13 Pro, si je dis pas de bêtises et donc on peut avoir des modèles qui sont plus petits, qui sont un peu moins intelligents que les modèles plus gros, mais qui permettent très bien de faire des tâches, d'écriture, de résumé de texte ou autre. D'accord. Ouais, ça c'est intéressant pour ceux qui ont des iPhones, plus anciens ou moins puissants que l'iPhone 15 Pro, évidemment. Hem, Qu'est-ce qui t'a poussé à sortir la version Mac? Est-ce que c'était une évidence pour toi dès le départ et tu as d'abord sorti les versions, iPhone et iPad? Ou est-ce que c'est venu en cours de route, je sais pas, à la demande peut-être de ceux qui découvraient l'appli? Alors, j'ai eu beaucoup d'utilisateurs qui m'ont demandé, l'application Mac parce que lorsque ces personnes lorsqu'on va pas être chez soi, on va préférer utiliser son iPhone et quand on rentre chez soi, on va peut-être faire tourner des modèles qui sont plus gros donc un Mac a généralement plus de mémoire vive et un processeur mieux que des iPhones. Donc c'était un peu une beaucoup de beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire l'application Mac et aussi je dirais une suite logique où j'ai l'application iPad, j'ai l'application iPhone et du coup, partir sur le Mac, c'était une suite logique du développement, des applications. Ouais. Mais c'était pas au départ dans ton idée? Je comptais l'ajouter, mais beaucoup plus loin dans la timeline de développement. Mais au non, Oui. avec tous les requêtes que j'ai eues, je me suis dit: «Bon, je vais laisser de côté un peu les autres features sur lesquelles j'étais en train de travailler et faire l'application Mac, pour les utilisateurs». Ouais, alors justement, c'était quand la sortie de la 1re version pour iPhone? C'était le 5 avril, c'est exact le jour de mon anniversaire. Genre j'ai eu un mois de review par Apple avec beaucoup de retours, avec eux pour valider l'app et du coup le 5 avril, j'ai pu release sur l'App Store avec, j'avais une bêta un peu de quelques semaines juste avant, mais la release sur l'App Store officielle, c'était le 5 avril. Ah, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'Apple a porté un intérêt particulier à ton projet? Alors, il faut savoir en fait lorsqu'on relise une application, Apple va toujours, faire une review de cette app pour s'assurer qu'elle est conforme aux règles de l'App Store. J'ai eu une review un peu plus longue que ce que d'autres développeurs peuvent avoir, généralement, je pense, C'est pour ça que je te mais pose la question, ouais. mais le principe de l'app, c'est qu'on peut utiliser des modèles open source, donc je pense qu'ils se sont assurés que je ne faisais pas n'importe quoi, je dirais, avec ces modèles open source, vu qu'il y a le modèle de Google, de DeepSeek, de Meta aussi. Il y a pas mal de sources de modèles, où je pense qu'ils vont porter un intérêt là-dessus. Donc tu veux dire, tu as suivi le processus habituel, ça a été juste un peu plus long parce que, Apple a voulu s'assurer que tu étais quelqu'un de sérieux qui faisait pas n'importe quoi. Exactement, je pense que c'est Ouais, c'est ça. Après, ces reviews d'Apple sont un peu une black box de manière, je dirais, un peu volontaire pour pas pouvoir tricher autour et savoir comment ça fonctionne, à ouais. l'intérieur. Bon donc, sortie il y a 6 mois, raconte-moi la sortie. Ça a été un peu laborieux et ce qui m'a vraiment, je dirais, mis en visibilité devant plein de personnes, c'est le launch de l'iPhone 17 Pro, donc des nouveaux iPhones. Donc j'avais prévu, quasiment un mois en avance, un peu de marketing, de montrer la vitesse, des nouveaux iPhones, lorsqu'ils allaient sortir et ça a relativement bien marché. Ça m'a fait un gros pic de visibilité et on va dire depuis, les téléchargements sont beaucoup plus stables et plus élevés qu'avant. Mais ça a quand même pris, je dirais presque 5-6 mois avant de vraiment décoller, je dirais. Bon, on est dans l'écosystème Apple, mais tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui sont sur, un PC ou un smartphone Android se disent, «Est-ce que Locally AI va exister pour moi?» D'abord, est-ce qu'il y a des solutions déjà existantes, équivalentes, sur ces Exactement, il environnements-là y a et il y a il est-ce que toi, tu y travailles?
Alors, du coup, il y a des solutions existantes qui existent, même avant que Locally AI ne sorte sur Windows, même sur Mac et sur Android aussi, on a des applications qui existent. Malheureusement, comme j'ai dit, je suis vraiment c'est mon domaine d'expertise, c'est les Ouais. applications, Apple. J'ai jamais développé sur Android. Je n'ai pas de plan pour l'instant vu que, je suis tout seul sur le projet et ça serait compliqué pour moi d'apprendre comment développer une application Android. Donc pour l'instant, pas de plan, malheureusement, mais le futur peut, on verra ce que le futur apporte, on va dire, si j'arrive à faire grossir le projet. Pour apprendre, tu as toujours l'IA, hein? C'est vrai, non, ça m'a beaucoup aidé justement, ça m'a beaucoup Ouais. aidé pour le développement de l'application, en side project en tout cas, mais j'avais déjà une base de connaissances, une très bonne base de connaissances déjà en développement d'applications mobiles, sur l'écosystème Apple, ce qui a beaucoup aidé aussi. Ouais. Bon, alors j'ai cherché partout, je ne trouve aucun moyen de payer pour l'appli. On est d'accord? Elle est gratuite? Oui, l'application est totalement gratuite, toutes les features dedans sont gratuites. J'utilise des modèles open source et je voulais pas faire payer pour des modèles, open source. Je travaille évidemment sur des features, un peu plus avancées qui, hem, qui coûtent un peu plus cher, on va dire, à mettre en place. Mais pour l'instant, mon but, c'est vraiment de démocratiser l'utilisation des LLM avec une application, gratuite et simple d'utilisation. Ouais. Tu es vraiment dans une forme de générosité, tu travailles pour la communauté? Un peu, on pourrait dire. J'ai souvent pensé à mettre des features payantes, mais à chaque feature payante auquel j'ai réfléchi, je me suis dit: «J'avais pas envie de faire payer pour ça», parce que moi-même j'utilise l'application et je sais que ça aurait frustré beaucoup d'utilisateurs de devoir payer pour par exemple, avoir une limite de messages par jour ou quoi, ça me semblait pas juste. Donc j'ai préféré prendre mon temps de travailler sur des features beaucoup plus avancées qui là vont pas être pour tous les utilisateurs, mais pour les utilisateurs qui ont une utilisation plus avancée de l'application, Ouais. quoi. Mais prendre mon temps de développer, ces features. Alors du coup, ta motivation, depuis le départ, c'est quoi? C'est vraiment, c'est un défi personnel? C'est, voilà, apporter une solution qui, puisse, aider le maximum de gens? C'est, à terme, en faire ton activité principale peut-être? Enfin, Alors, ça fait très longtemps que je suis dans la tech, on va dire depuis quasiment que j'ai 15 ans, ça m'a toujours fasciné. J'ai travaillé pour plusieurs entreprises, j'étais très content de ce que j'ai fait, dans ces entreprises et récemment, en fait, je me suis dit: «J'aimerais bien faire quelque chose, hein, qui m'appartient à moi et pouvoir, montrer à et vraiment avoir une vision, pouvoir partager ma vision via mon application à d'autres personnes». Donc, une application, on va dire avec une UI qui respecte les normes d'iOS, qui permet aussi d'utiliser des technologies de pointe, donc, les modèles LLM et évidemment, j'aimerais beaucoup pouvoir faire ça, pouvoir utiliser cette application pour faire mon activité, principale. Je suis pas encore à là, pour l'instant, mais évidemment, ce serait quelque chose qui me permettrait en fait de pouvoir me donner les meilleures features et d'améliorer l'application. Actuellement, c'est en side project, donc je travaille le week-end et le soir, dessus. Ça peut être assez fatigant, donc si je pouvais passer, en activité principale, ça permettrait d'avoir beaucoup plus de temps pour faire plus de features et une meilleure intégration et peut-être Android, avec plus de temps. eh ben, merci beaucoup Adrien, formidable de faire ta connaissance et de découvrir et d'aller dans voilà, dans les profondeurs de Locally AI, cette appli donc, disponible sur iOS, sur iPadOS et désormais aussi sur macOS. Donc c'est sur le Mac App Store, hein, la version Mac? Exactement, donc tout est sur Ouais. l'App Store, donc l'App Store sur iOS et l'App Store sur le Mac. Voilà, locallyai.app, app, c'est l'adresse du site web pour les téléchargements iOS et iPadOS. Eh bah, je te souhaite, beaucoup de succès, avec, Locally AI, Adrien et puis, grand merci d'avoir, participé aux Voix de la Tech et à bientôt. Merci beaucoup Benjamin et merci pour l'invitation encore une fois. À bientôt. Merci pour votre fidélité à l'hebdo des Voix de la Tech. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode, qu'il s'agisse de l'hebdo le week-end ou de La Dépêche, le rendez-vous quotidien que je vous donne désormais avec l'infotech du jour tous les matins de la semaine dès 6h45.
un contenu inédit directement lié à l'actualité à écouter pour rester en contact avec l'infotech dès votre premier café du matin. Si vous êtes sur Apple Podcast, merci de profiter de votre passage là, tout de suite, sans attendre, puisque vous y êtes, pour mettre une note 5 étoiles, un seul clic qui aide le podcast, et aussi pour déposer un avis, quelques mots bien à vous qui diront tout le bien que vous pensez des Voix de la Tech. Vous êtes ses meilleurs ambassadeurs, et donc aidez-moi à faire connaître le podcast, il le mérite. Pour faire savoir à quel point vous l'appréciez autour de vous, à vos amis, à vos collègues et à votre réseau, partagez, republiez les posts des Voix de la Tech, que ce soit sur LinkedIn, X, Blue Sky, Instagram ou Facebook. Enfin, si vous écoutez le podcast, n'oubliez pas que la version vidéo de chaque épisode est disponible sur YouTube. À lundi, 6h45 pour la dépêche et au week-end prochain pour l'hebdo. Salut à toutes et à tous.